Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Connected Store. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel Aublé. Emmanuel, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour Michael, bonjour à tous. C'est très simple, j'ai 15 ans d'expérience professionnelle dans la distribution, à des postes de direction de magasin, direction régionale, direction de réseau. Et je me passionne pour cette révolution qui est en train d'arriver dans nos magasins grâce aux nouvelles technologies qui vont transformer la vie de nos vendeurs, transformer la vie de nos magasins et de nos clients. Donc comme tu le sais déjà, Connected Store, on a un blog qui s'intéresse à la thématique des magasins connectés. Et par rapport à ça, justement, j'ai une première question, c'est aujourd'hui le e-commerce est souvent considéré comme l'ennemi des magasins. Est-ce que c'est vraiment ton ressenti et qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Clairement, pour le vendeur, Internet est un ennemi. Pourquoi? Tout simplement parce qu'au départ, on l'oublie souvent, le vendeur est aussi un acheteur. Et un acheteur avisé, et tout acheteur avisé, maintenant, avant de faire un achat, va sur un comparateur de coûts pour identifier l'endroit où le produit est le moins cher. Donc maintenant, cet acheteur reprend sa casquette de vendeur, imagine que ses clients arrivent en ayant fait le nécessaire, c'est-à-dire utiliser des comparateurs de coûts et veulent simplement vivre et toucher de près le produit. Et donc, par habitude, le vendeur va se retrouver certain que son client, 1, connaît mieux le produit que lui, c'est classique, il a eu le temps de regarder longuement sur Internet, et puis 2, a déjà même identifié des endroits où sans doute c'est moins cher. Et donc il est normal, dans cette situation-là, que le vendeur trouve qu'Internet et que le e-commerce soit un adversaire. De façon un peu provocatrice aussi, je dirais que si on prend le point de vue du manager, lui, il trouve que le vendeur, il utilise cette excuse un petit peu trop facilement pour expliquer ses mauvaises performances. C'est pas de ma faute, chef, maintenant ils vont tous acheter sur Internet. Naturellement, les bons vendeurs font une énorme différence, et on le voit très très clairement par rapport à un mauvais vendeur. Un bon vendeur arrive toujours avant dans un vrai magasin. Alors, si on arrête un petit peu ce côté un peu purement opérationnel, il ne faut pas oublier que lorsque les distributeurs ont créé leurs activités de vente en ligne, pour crédibiliser leur offre, pour rassurer le client face à des achats virtuels, ils ont tout de suite, dès l'origine, présenté leur vente en ligne comme un magasin supplémentaire. Et clairement, si vous demandez dans les grandes enseignes quels sont vos plus gros magasins, sans faire de pub, on peut parler de la Fnac, le plus gros magasin, la plus grosse Fnac de France aujourd'hui, c'est Fnac.com. Donc imaginez votre vendeur qui déjà a un avis assez négatif par rapport à Internet parce qu'il a l'impression que c'est moins cher sur Internet et qui en plus en interne est confronté à un magasin qui est universel et dans son esprit moins cher. Inévitablement, il va trouver que le magasin virtuel ou Internet de façon générale est un ennemi. Après, il faut rajouter deux facteurs. Le premier facteur, on l'a évoqué plus tôt, c'est que les clients ont le temps sur Internet de se renseigner. Mais si vous avez 5-6 produits dans votre gamme, c'est pas très gênant. La difficulté, c'est que vous avez une forte rotation de votre gamme de produits sur certaines grandes marques de produits comme le gris, le brun, même le blanc, l'électroménager, pardon. Donc le gris, l'informatique, le brun, tout ce qui est télévision, vidéo, et le blanc, l'électroménager. Vous avez des rotations de la quasi-totalité de votre gamme tous les 6 mois. Avec 5000, 6000, 7000 références, matériellement, le vendeur n'a pas le temps de tout connaître. Et donc, systématiquement, il est pris en défaut. La troisième problématique, clairement, c'est que vous avez un turnover de vos équipes de vente assez fort. Sur l'île de France, le turnover peut être même très important. Et que les vendeurs qui y arrivent n'ont matériellement pas non plus le temps d'apprendre l'intégralité de la gamme. Donc vous avez une très forte rotation de vos produits, un turnover de vos équipes et des clients qui ont le temps. Tout cela contribue à fragiliser le vendeur et à vraiment lui poser des problèmes dans sa vente de solutions complètes. Je prends un exemple, chez Conforama, je suis passé il y a quelques années, on vous demande, un bon vendeur doit vendre le meuble, plus l'électroménager, plus un peu d'objets de déco. Et typiquement, le vendeur aujourd'hui va se retrouver confronté à un client qui va peut-être venir acheter le meuble chez lui, et encore il peut l'acheter en ligne, mais qui va acheter le meuble chez lui. Mais par contre, il va pouvoir acheter l'électroménager ailleurs. Donc j'ai un
pure player en ligne, on ne dira pas de nom pour faire de pub. Et puis la déco, ils veulent l'acheter dans un petit magasin à côté de chez nous. Et tout l'enjeu aujourd'hui est de permettre de donner des outils aux vendeurs pour se retransformer en vendeur de solutions complètes et rassurer le client, après avoir rassuré le vendeur. Il faut commencer par rassurer le vendeur et rassurer le client sur le fait qu'effectivement il peut acheter une solution complète à un prix intéressant dans le magasin. Comment est-ce qu'on peut éviter ça? Comment on peut réconcilier justement vendeur et Internet? Ouais. Le fond de ma pensée, c'est qu'on vit une époque formidable dans les magasins parce qu'on a un certain nombre de technologies qui sont en train de s'agréger, qui permettent de réintroduire Internet dans les points de vente. Une des technologies fondamentales pour moi, ce sont les bornes tactiles connectées qui répondent à un certain nombre de problématiques. La première, c'est que ça permet d'abord d'étendre la surface de vente de façon artificielle. Je pense à une boutique qui ne fait que 200-300 mètres carrés et qui peut présenter 10 000, 20 000, 30 000 références avec un accompagnement du vendeur, clairement. Et donc une extension de la gamme en largeur, en profondeur et une extension aussi de l'activité de la boutique dans le temps. On peut imaginer que de temps en temps certains vendeurs sont absents avec une compétence spécifique et qu'un vendeur qui n'est pas spécialiste de ce rayon puisse prendre le relais grâce à l'aide de la borne. Ensuite, on peut imaginer que la borne soit en libre accès, intégrée dans une vitrine, tournée vers l'extérieur de la rue. J'ai des exemples clairement dans ce style-là. Puis enfin, une borne tactile est un outil pour le vendeur pour identifier ses clients. Les clients aujourd'hui sont en demande de traitement personnalisé. C'est accessoirement aussi une demande du directeur marketing pour animer et faire vivre la communauté des clients. Et comment faire vivre la communauté des clients si à la base tu n'arrives pas à identifier le client? Typiquement, une borne tactile peut être un moyen, un lien d'échange entre le vendeur et l'acheteur. Acheteur qui aura été identifié, on peut imaginer une identification avec un système NFC, ce genre de choses, et permet ensuite de transformer la vente qui, d'une vente où le vendeur essaie de fourguer le plus de marchandises possible à son client, se transforme en une vente collaborative. Le vendeur n'est plus là comme un adversaire en disant je vais me faire payer le plus possible. Le vendeur se transforme en un apporteur de solutions vraiment. Et l'acte de vente, la cérémonie de vente, comme l'on dit chez Louis Vuitton par exemple, se transforme en une collaboration, une vraie collaboration autour d'un outil commun. Son rôle devient plus comme un conseiller en fait, un conseiller de vente plus qu'un vendeur. Depuis toujours, depuis la nuit des temps, on parle de vendeur ou de conseiller de vente. La difficulté, c'est que souvent le vendeur se cache derrière un écran, pour tapoter devant son écran, et le client est de l'autre côté, ne voit pas ce qui se passe, etc. Un des intérêts de ce genre d'interface tactile, c'est que l'on se met l'un de côté de l'autre, on voit les mêmes choses en même temps, c'est tactile, donc on touche le produit. Tous les vendeurs de voitures vous diront que la première chose à faire, c'est de faire asseoir le client dans la voiture ou faire toucher le client. C'est un premier début. Et vous collaborez ensemble en regardant dans la même direction, en faisant les mêmes choses pour essayer de trouver une solution au problème du client. Voilà. Et là, clairement, l'acte de vente se transforme complètement et au contraire prend beaucoup de valeur ajoutée. Voilà. Et là, vous concurrencez vraiment et sereinement Internet. Parce que tous les moteurs de recherche du monde ne pourront pas remplacer l'efficacité combinée de deux êtres humains avec une interface intelligente. Et selon vous, justement, les vendeurs, ils sont demandeurs de ça, justement. C'est quelque chose qui pourrait être bien accueilli assez facilement. Tant que vous donnez des outils aux vendeurs simples à utiliser, rapides, qui leur permettent de gagner plus d'argent, ils seront conquis. Si en plus vous leur donnez un outil qui, passons l'expression à ta gueule, qui les fait rentrer dans le 22e siècle, on parle du 21e, qui les fait rentrer dans le 22e siècle, qui leur permet d'avoir une espèce de cet effet, on parle du wow effect, voilà. Il ne faut pas oublier que la vente est un théâtre.
clairement, ce sont des outils qui vont être appréciés. Il faut le faire de façon absolument intelligente, ne pas jeter la borne directement dans les pattes des vendeurs, il faut les éduquer, il faut que ça s'inscrive dans un process de vente clairement réfléchi. C'est clairement un atout pour eux, quoi. Quelque chose qui va leur aider à faire plus de chiffres, donc forcément bénéfique pour eux, pour l'enseigne et pour le vendeur. Mais bien sûr, il faut tout ce qui simplifie la vie du vendeur et du client dans son achat est un plus. Et donc, inévitablement, une interface graphique qui permet, pour reprendre mon exemple de début, à Conforama, un vendeur Conforama, de vendre l'intégralité de la solution en disant mais je ne suis pas en train de vous vendre un petit paquet de produits par-ci, je suis en train de vous vendre l'intégralité de votre nouvel appartement. Ouais. Et que cela se fasse en collaboration, en regardant dans la même direction, en choisissant ensemble les produits, en touchant, allez-y monsieur, faites glisser cette interface, regardez, qui est là, vous allez pouvoir voir votre... On implique le consommateur directement dans le choix, en l'accompagnant, en lui faisant part de votre réflexion, de votre expérience aussi, de vos bons plans. Et vous prenez celui-là en ce moment, il est super promo. Clairement, ça aide le vendeur. Là encore, il faut que ce soit fait de façon réfléchie, intégré au processus de vente, pour que le vendeur il trouve vraiment une solution intéressante. Là, est-ce qu'il n'y a pas des écueils à éviter dans ce type de projet de magasin connecté? Alors clairement, moi j'en vois trois. Le premier, et on en a un petit peu parlé déjà tout à l'heure, c'est que il faut que toutes ces technologies soient l'objet d'une réflexion très claire sur l'intégration dans l'acte de vente. Sinon, à la base, chaque fois que tu mets en place une nouvelle technologie, tu as des problématiques d'accompagnement du changement. C'est classique. Et donc, si tu n'intègres pas cette technologie dans l'acte de vente de façon très subtile et vraiment réfléchie, ta borne, elle va rester dans un coin, ou alors, parce que j'ai vu ça, elle sera malencontreusement en panne tout le temps. D'accord. Elle sera, il y a un fil décroché, il n'y a plus d'alimentation électrique, c'est pas de chance, le directeur n'est pas là aujourd'hui, hop, ah ben non, elle ne marche pas, monsieur, venez avec moi. Et donc là, tu as une vraie problématique d'accompagnement du changement et d'implication très très en amont de vendeurs et de gens qui connaissent les problématiques du terrain. Combien de fois on a vu un système informatique qui n'était pas adapté au terrain parce qu'il avait été fait au siège. Puisque ça représente une charge de travail supplémentaire pour les vendeurs. Oui, c'est vécu comme ça, forcément. Il faut apprendre une nouvelle techno. Si tu ne vois pas, en tant que vendeur, si tu ne vois pas l'intérêt que ça va t'apporter, pas la peine de surtout pas la mettre en place. Voilà. Et malencontreusement, elle sera en panne. La deuxième problématique, c'est le siège. C'est la DSI qui veut te mettre des firewalls partout. Je dis ça sous forme de boutade, mais c'est la réalité. Il faut toujours arbitrer entre l'ouverture et la fermeture entre guillemets d'un système. Un système clos ne va pas fonctionner très facilement. Et en même temps, il faut que ton système soit ouvert et présent dans le magasin. Souvent, les DSI sont en retard d'une bataille par rapport aux volontés de l'opérationnel ou du marketing. Ce n'est pas une règle d'or, mais d'un point de vue opérationnel et nouveau projet, la DSI est souvent vue comme un ralentisseur plus qu'un accélérateur. Je vais me faire des amis. Oui. Et le troisième point qui est fondamental, on s'en fiche de la techno. La technologie, on s'en moque. Ce qui est important, c'est l'usage que vont en faire nos équipes d'abord et nos clients. À titre personnel, je ne comprends pas tout ce qui se passe dans une borne tactile, clairement. Par contre, je suis fasciné par l'usage, la simplicité d'utilisation et la valeur que ça apporte aux vendeurs et aux parents. À la limite, si on oublie la borne tactile, c'est comme dans un match de foot, de rugby, etc. Un bon arbitre, c'est l'arbitre qu'on ne voit jamais. Idéalement, il faut que la borne, on l'oublie parce qu'elle est au service de cet acte de vente, de cette collaboration commerciale. Je te remercie, Emmanuel. Merci d'avoir accepté notre invitation et à une prochaine fois peut-être. Très volontiers, c'est un plaisir.